Bon, à mon tour, je vais remercier bien évidemment l'Académie de chirurgie et les organisateurs de m'avoir convié à vous présenter ce sujet qui m'intéresse particulièrement. Évidemment, ce n'est pas en opposition avec l'IRM dynamique qu'on vient de vous présenter, mais plutôt de discuter de sa place par rapport à l'IRM dynamique. Finalement, rechercher une imagerie optimale dans les troubles de la statique pelvienne, c'est trouver une imagerie qui soit non invasive pour les patientes, avec un coût maîtrisé, accessible. Alors quand je dis accessible, on a tendance à dire les IRM, les délais sont longs, mais on est quand même sur des pathologies fonctionnelles où on n'a pas d'urgence chirurgicale, on peut prendre le temps, donc on a le temps d'attendre d'avoir le rendez-vous d'IRM, et c'est pas là la place de l'échographie, mais accessible dans le sens où on a des intervenants qu'on connaît, formés, et qui font des examens de qualité. On a vu depuis ce matin qu'il faut maintenant faire une approche globale, multicompartimentale, et non pas multi-étagée. Une approche fonctionnelle, et c'est là toute la place de l'échographie dans cette approche fonctionnelle avec des corrélations entre les symptômes et les lésions observées. Pourquoi ? Finalement, on a vu juste avant que l'IRM dynamique, vraiment l'énorme bénéfice prouvé, c'est le diagnostic des érythrocytes. La littérature retrouve 30 à 50% d'érythrocytes diagnostiqués à l'examen clinique, on est à plus de 95% à l'IRM, et il est montré que suite à ces IRM et à ces diagnostics d'érythrocytes, les indications chirurgicales sont modifiées. Mais attention, la grosse limite de l'IRM dynamique, c'est on n'a pas évalué le bénéfice de cette modification chirurgicale, et secondo, on sait actuellement, pour l'instant, les articles n'ont pas retrouvé de corrélation entre les symptômes des patientes et les plaintes des patientes et les lésions anatomiques observées en imagerie. Donc finalement, ça va faire plaisir à tous les chirurgiens, mais ce qui se rapproche le plus de la plainte symptomatique, c'est l'examen clinique. Donc finalement, là où il y a un gros avantage de l'échographie, c'est la poursuite de l'examen clinique au contact de la patiente avec une évaluation fonctionnelle de la patiente et avec finalement la suite de l'examen clinique. Donc l'échographie, comme vous le savez, c'est l'examen de première intention pour l'évaluation et du pelvis et des pathologies pelviurétrales, et donc c'est pour ça qu'il a été réfléchi sa place dans les troubles de la statique pelvienne. Donc là, vous voyez une patiente en train de pousser, qui ne présente pas particulièrement, on va voir exactement ensuite en quoi ça consiste, pas de trouble particulier de la statique pelvienne, mais on voit la dynamique périnéale évaluée, l'urètre ici, la patiente qui pousse, le vagin, mais vous reverrez après, et le rectum. Globalement, pourquoi cette approche elle est fonctionnelle et personnalisée ? Parce qu'on est au contact de la patiente, parce que l'une des plus grosses difficultés chez ces patientes qui présentent des troubles de la statique pelvienne, c'est de monitorer leurs efforts. On voit, comme on l'a vu, un certain nombre d'IRM dynamiques où les patientes ne parviennent pas à une défécation, à exonérer le produit. Et finalement, à l'examen clinique, on arrive à faire pousser ces patientes en les faisant pousser, tousser en même temps. Et à l'échographie, on arrive à faire un biofeedback où les patientes voient l'écran et elles arrivent à monitorer leurs efforts et on obtient des choses tout à fait satisfaisantes. Pourquoi une approche fonctionnelle ? Parce que l'échographie, alors ça reste difficile, mais peut être réalisée debout chez des patientes chez qui on ne met pas en évidence de troubles de la statique pelvienne en position couchée. Et puis pour terminer, on peut guider l'échographie en fonction des plaintes de la patiente. Donc une zone douloureuse en particulier, et notamment dans l'utilisation de matériel prothétique, l'échographie pourra guider et rechercher la zone douloureuse en particulier. Donc comment se passe l'échographie périnéale ? Deux méthodes, une échographie transpérinéale avec une sonde abdominale posée sur le périnée, ou une échographie introïtale avec une sonde endovaginale posée juste sur l'orifice périnéal. Il y a des discussions en permanence sur quelle est la meilleure voie d'abord. La plupart des praticiens en France qui font de l'échographie périnéale le font par voie introïtale. Ça permet d'avoir des sondes de haute fréquence et donc une très bonne qualité et une résolution spatiale qui est excellente. Et c'est celle-là qui nous permettra d'évaluer les matériaux prothétiques. Donc comme je vous l'ai dit, allongé ou debout, avec des efforts de poussée qui sont monitorés. Donc je vous ai déjà parlé des avantages et des limites. Clairement les limites, monsieur Lapré en a parlé. C'est une évaluation compartiment par compartiment. On ne peut pas donner un rendu suffisamment large et voir les trois compartiments sur une seule et même image. Donc dans les réunions et les RCP de pelvipérinologie, c'est difficile de donner un rendu de chaque compartiment et c'est un peu la limite. Le bénéfice, comme je vous ai dit, c'est l'évaluation fonctionnelle, la possibilité de faire en position debout et vraiment la proximité avec l'examen clinique. On peut, notamment ce qu'on ne peut pas nécessairement faire en IRM, même si ça avait été décrit de mettre des valves durant les IRM dynamiques, c'est quand même très compliqué. Là, en revanche, on peut sans problème, notamment en cas de cystocèle vu dans un premier temps, refouler la cystocèle avec la sonde, faire pousser et diagnostiquer une anomalie in colpocèle. Alors, comment ça se passe ? Premier temps, l'échographie en coupe sagittale. Vous voyez ici l'urètre, le vagin, le rectum. Voilà, donc rectum en bleu,
en vert le vagin, en jaune l'urètre puis la vessie. Donc l'étude, tout d'abord morphologique, va nous permettre d'évaluer les pathologies, et notamment à l'étage urétral, donc voir des diverticules, des glandes de Skene, des anomalies, et puis voir les matériaux prothétiques. On peut ensuite faire une évaluation en coupe frontale ou axiale sur des coupes anatomiques. On dit frontale en échographie parce qu'on est obligé d'utiliser des reconstructions 3D pour obtenir cette coupe. On verra l'urètre, le vagin et le canal anal, avec la confrontation sur une reconstruction 3D. Et puis, le puborectal, le sphincter interne de l'anus et le sphincter externe. Alors, c'est un abus de langage. Vous avez vu que M. Lapré et moi-même, on dit le puborectal, c'est effectivement le pubococcygien. Mais l'imagerie et la résolution chez les patientes qui ont déjà accouché et qui présentent des troubles de la statique pelvienne, celles qu'on rencontre, on ne parvient pas à vraiment faire la part des choses entre le pubo-viscéral, le pubo-anal et le puborectal. Donc, finalement, en fait, c'est le pubococcygien dans son ensemble. Donc, l'évaluation du compartiment antérieur. Comme je vous ai dit, on peut voir d'une part les anomalies anatomiques et faire un bilan morphologique, et puis ensuite faire une étude dynamique. Donc voilà l'urètre, la vessie. Alors, sur l'étude dynamique, on va faire pousser les patientes. On pourra d'une part étudier la jonction vésico-urétrale. Donc il est décrit dans la littérature des diagnostics d'hypermobilité de la jonction vésico-urétrale, plein de méthodes de mesure. Globalement, ce qui est retenu et ce qui est retrouvé dans la littérature, c'est qu'une jonction vésico-urétrale qui se mobilise de plus de 2 cm aux efforts de poussée pose le diagnostic d'hypermobilité urétrale. Ensuite, pour les troubles véritablement de la statique pelvienne, on va diagnostiquer les cystocèles. Les méthodes de mesure, c'est exactement comme en IRM. Il y a des débats perpétuels sur où stadifier en imagerie les troubles de la statique. Pour ma part, j'utilise vraiment la zone introïtale pour être au plus proche de la classification clinique. On fait la même chose dans notre équipe en IRM pour vraiment, lors des réunions de pelvipérinéologie, parler de la même chose. Mais effectivement, il y a eu un bon nombre d'études qui montrent que, alors ici, c'est pas en échographie, on ne peut pas faire une ligne pubococcygène parce qu'on ne voit pas le pubis, donc c'est une ligne qui est tracée à partir du bord inférieur du pubis. Et globalement, les résultats sont identiques, mais pour pouvoir confronter à la clinique, l'idéal, on a conclu en tout cas que l'idéal était de faire par rapport à l'hymen. Donc le compartiment antérieur. Ici, vous voyez une patiente qui présente un effort de poussée. Comme vous voyez, une cystocèle volumineuse qui vient glisser le long de la sonde. Et vous comprenez aisément qu'il est facile ensuite, pour étudier la suite de la statique pelvienne, de monter la sonde le long de la cystocèle et de refaire pousser tout en refoulant cette cystocèle. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en échographie périnéale. On a vu que l'IRM pouvait évaluer de manière multicompartimentale et donc était globalement un peu meilleur. Les rendus d'image, comme vous le voyez, sont un peu inférieurs à l'échographie. Le gros avantage, c'est la résolution spatiale de l'échographie et sa capacité à voir les matériaux prothétiques. Donc même si on n'est pas sur véritablement des troubles de la statique pelvienne, pour aiguiser un peu votre œil à la visualisation des matériaux prothétiques, je vous montre tout d'abord des bandelettes sous-urétrales. Donc comment elles vont être visualisées? Elles vont être visualisées sous la forme d'un fin liseré hyperéchogène d'aspect grillagé. Vous voyez ici une bandelette sous-urétrale sur une reconstruction 3D, un TVT, et puis ici on voit l'angulation des bras de la bandelette, et puis ici un TOT. Pourquoi c'est important de voir les matériaux prothétiques? Et bien pour toutes les complications qui surviennent éventuellement suite à la pose de matériaux prothétiques. Donc vous voyez ici en surligné les bandelettes sous-urétrales. Ici, sur une coupe sagittale, en jaune l'urètre, en bleu, la bandelette sous-urétrale. Qu'est-ce qu'on va visualiser? D'abord, la localisation de la bandelette sous-urétrale. Il faut qu'elle soit située au tiers moyen de l'urètre. Il faut qu'au repos, elle ne soit pas responsable d'une coudure excessive. Il faut qu'elle soit à une distance respectable, on dit dans la littérature 2 à 4 mm de l'urètre en arrière. Et c'est ainsi qu'on fera des diagnostics de bandelette urétrale trop distale ou trop proximale, responsable de dysurie ou éventuellement inefficace. On verra également des bandelettes sous-urétrales dans l'urètre. Ici, des ballonnets ACT pour vous montrer également un peu ce qu'on peut faire avec une évaluation entre la jonction vésico-urétrale et le pôle supérieur du ballonnet pour vérifier leur bon emplacement. Ici, une bandelette sous-urétrale avec un lâchage d'un des bras. Donc ici, au repos et là, à l'effort de poussée, on voit que l'un des bras se tend sans problème, et que l'autre bras ne se tend pas, avec une persistance de l'hypermobilité urétrale. Donc clairement, la littérature est très riche sur l'évaluation, M. Lapré l'a dit, des bandelettes sous-urétrales, qui sont très bien évaluées en échographie. Ici, une reconstruction 3D, vous voyez en jaune l'urètre sur une coupe frontale, une bandelette sous-urétrale qui est plutôt intra-urétrale, et une autre bandelette qui, elle, est sous-urétrale.
Si maintenant on parle des matériaux prothétiques, alors les matériaux prothétiques sont assez facilement visualisés en échographie, en tout cas les matériaux prothétiques du compartiment antérieur. On va la voir, comme vous voyez, sous la forme d'un fin liseré hyperéchogène, ici, ou encore là. Chez cette patiente, cette patiente, elle a une prothèse antérieure, également une prothèse postérieure. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de ces matériaux prothétiques? De la même manière, on va pouvoir les localiser, vérifier qu'ils descendent suffisamment bas en regard de la jonction vésico-urétrale, suivre leur trajet jusque dans le fond vaginal. On va pouvoir rechercher des complications, les repliements de la prothèse, les rétractions, et pourquoi il y a une récidive. En cas de prothèse mise par voie vaginale, on verra les bras prothétiques. En général, que ce soit sur les prothèses, on voit essentiellement les bras prothétiques antérieurs, postérieurs plus difficiles à visualiser. On pourra voir de la même manière un lâchage ou éventuellement une rétraction de prothèse. Là, vous voyez une reconstruction de 3D avec des bras normaux sur une prothèse antérieure. Ici, une prothèse antérieure avec une patiente qui est en train de pousser, ça nous permet également, vous voyez ces petites images, c'est ce qu'on peut voir en IRM dynamique où parfois on ne sait pas bien à quoi correspond ce repli à l'IRM dynamique au niveau vésical, mais en fait c'est l'extrémité inférieure de la prothèse qui est visualisée en échographie et vous allez voir la corrélation lors des efforts de poussée. La prothèse est bien dans la paroi vagino-vésicale, et pas, enfin en sous-vésicale, et pas dans la vessie. Hein. Cet aspect de débord comme ça, c'est tout à fait habituel sur les matériaux prothétiques. Ici, toujours dans le thème des complications et de l'évaluation des matériaux prothétiques, un hématome sur un eupold. Donc on visualise le pôle complètement replié avec un hématome qui s'est constitué. Concernant les récidives, là vous voyez une patiente qui pousse, son urètre, le matériel prothétique, et on voit un début de cystocèle qui se fait sous l'extrémité inférieure de la vessie. Celui-ci est minime, mais on sait que sur ces cystocèles très distales, en dessous des matériaux prothétiques, même minimes, ils peuvent gêner les patientes, puisqu'ils sont très rapidement à la vulve. Donc finalement, alors ici des images sur des bras prothétiques, en comparaison le droit et le gauche, et on voit un épaississement du bras gauche qui était douloureux, qui correspondait à une rétraction prothétique. On voit les récidives et on permet de les expliquer. On peut voir, et il y a un certain nombre de documents sur les replis et sur les rétractions prothétiques, on voit les hématomes, toujours dans les complications. Alors les expositions de prothétiques, c'est un diagnostic clinique, ça arrive de voir en échographie avant le clinicien les patientes, et en général, on a assez vite une idée d'une exposition prothétique, il y a toujours un petit granulome de la paroi vaginale au contact de l'exposition, donc on peut également les voir. Le compartiment postérieur. Alors, tout d'abord, sans matériel prothétique. Vous voyez ici la possibilité de diagnostiquer les érythrocèles de manière assez aisée, mais le compartiment postérieur est quand même plus difficile à évaluer en échographie. Alors, si je vous remontre, hop, là, elle est en train de pousser, on attend qu'elle ne pousse plus. Là, c'est l'érythrocèle que vous voyez. Ici, le rectum, et vient se glisser l'érythrocèle au moment où elle pousse. Globalement, là, c'est plus difficile à évaluer. Il est difficile de refouler une érythrocèle pour voir une rectocèle, et surtout une fois qu'une érythrocèle est descendue, il est difficile de voir s'il y a une rectocèle associée. Donc l'évaluation du compartiment postérieur en dynamique est difficile mais possible. Donc voici un matériel prothétique, exactement le même aspect, le rectum, le vagin, et puis cet aspect hyperéchogène qu'on peut suivre. L'idée sera de mesurer la localisation de l'extrémité inférieure de la prothèse par rapport au périnée, éventuellement par rapport au sphincter anal, et puis de remonter le long de la paroi. C'est vraiment un examen dynamique, on va voir s'il n'y a pas de ressaut, pas de douleur, pas d'épaississement au passage de la sonde. Donc je vous surligne à nouveau des prothèses postérieures, que ce soit mis par voie vaginale ou des promontofixations, on les visualise sans difficulté. Ici vous voyez un matériel de promontofixation fixé sur un col, qu'on peut donc également étudier à cet endroit. Et par contre, on ne verra pas la promontofixation et son trajet allant du col jusqu'au promontoire. On les voit en IRM. En IRM, le matériel prothétique, globalement, c'est à peu près la zone qu'on peut voir, c'est la zone d'une promontofixation entre le promontoire et le col. Ici, vous avez une évaluation de l'efficacité d'une promontofixation avec une patiente qui ne présente ni cystocèle ni rectocèle avec ses deux prothèses lors des efforts de poussée. On voit la mise en tension, mais il n'y a pas de cystocèle. Et ensuite, l'évaluation du pubococcygien. Donc l'évaluation, comme je vous ai dit, du pubococcygien, il se fait plus volontiers sur des reconstructions 3D
qui épaississent un peu l'image, et on ne peut pas donc déceler chaque faisceau du pubococcygien, mais on l'évalue globalement dans son intégralité. On voit son épaisseur, sa symétrie, et puis la surface du hiatus périnéal, qui peut être un reflet du risque de récidive post-opératoire. On voit également par échographie périnéale le sphincter anal. Ici, vous voyez le sphincter interne et le sphincter externe. Exactement comme pour une échographie endorectale, ils prendront un aspect de double couronne hypo- et hyperéchogène. Et voilà des exemples d'anomalies. Donc ici, une lésion du pubococcygien. On sait globalement que l'échographie 3D a une bonne valeur sur les ruptures du pubococcygien. Quant à l'évaluation, vous voyez ici une lésion du sphincter interne et externe du sphincter anal. Globalement, l'échographie de référence, c'est l'échographie endorectale, mais il est montré, il y a quand même pas mal d'articles qui sortent en ce moment, sur l'intérêt de cette échographie périnéale qui est beaucoup mieux acceptée par les patientes, qui évite les surdistensions du sphincter anal et donc des diagnostics moins fréquents de lésions sphinctériennes, et finalement ces lésions sphinctériennes qui sont diagnostiquées à distance du postpartum et sur lesquelles on est souvent peu interventionniste, il est bien de poser de manière modérée les ruptures sphinctériennes, et donc il y a un intérêt à cette échographie qui en tout cas est à évaluer. Globalement, clairement, c'est un examen intéressant et recommandé sur l'évaluation des matériaux prothétiques, que ce soit de la bandelette sous-urétrale ou des prothèses sous-vésicales ou prérectales. Sa place dans l'évaluation dynamique, clairement l'IRM va apporter une évaluation plus globale, mais ça a sa place. Effectivement, chez des patients qui ne seraient pas, pour lesquelles il n'y aurait pas d'indication, on ne va pas avancer sur les indications qui seront traitées plus tard, mais pour lesquelles il n'y aurait pas d'indication à une IRM dynamique, éventuellement l'échographie périnéale peut trouver sa place. Clairement, il faut faire des études dessus. L'évaluation en postpartum immédiat pour les ruptures sphinctériennes et puis les lésions du pubococcygien passé inaperçu. Il faut l'évaluation de l'échographie en péropératoire, notamment, pourquoi pas, pour la pose des ballonnets ACT, la question se pose actuellement. Et puis, bien sûr, il faut former les gens. Donc, comme a dit Monsieur Lapresse, c'est quand même une échographie qui est difficile. Je ne pense pas que tout le monde puisse avoir, avec un petit échographe de qualité plutôt médiocre en salle de consultation, faire son pop-Q qui prend un certain temps, puis ensuite aller faire une échographie périnéale, ça me paraît compliqué, mais des gens qui en ont l'expérience avec un matériel de qualité, c'est vraiment un examen performant, et donc il faut former les gens. Je vous remercie. Merci Thibault. Je crois que l'échographie prend une place de plus en plus importante, mais qu'on manque effectivement de référents dans les différentes équipes. J'en sais quelque chose, parce que nous n'avons pas de référent échographiste sur le service et sur la radiologie chez nous. Des questions? Il y a très bien. Moi, j'ai une question à propos de l'IRM et des bandelettes ou des matériaux synthétiques. Est-ce que ces matériaux, que ce soit des plaques de cure de prolapsus, des plaques d'incontinence, est-ce que ça se voit quand on a des complications? Parce qu'en IRM, on est toujours un peu déçu de l'imagerie quand on a une complication. C'est l'échographie qui est le... Alors, il y a des bandes de hormontostimulation, on voit très bien, il y en a qu'on voit très moyennement. Quoi qu'il en soit, il suffit d'injecter l'IRM et de faire une séquence avec saturation graisse. Si ça prend le contraste, c'est infecté. Si ça prend pas, Ça, quand c'est infecté, l'IRM est positif. si on la voit pas, c'est que c'est normal. D'accord. Ça me permet de te demander quel est le meilleur examen pour la spondylodicite, IRM ou scanner? Est-ce... Non, mais si tu veux, avant de faire, avant une reprise d'une complication, d'une promonotofixation pour suppuration et qu'on veut éliminer une lésion vertébrale, c'est IRM. Il y a une question ici et là, je pense que... Vas-y. Vas-y. Alors, je pense qu'on on répond pas maintenant parce que cet après-midi, il y a un topo qui est quels sont les examens indispensables avant d'opérer. Je pense qu'on fera là comme on est déjà très en retard. Mais on garde ta question. Hein, ça c'est clair. Vas-y, oui. Merci. Une question peut-être idiote, mais lorsque vous parlez de ligne pubococcygien, vous avez l'impression que ça se fait par paroxysme. Parce que Elle passe, alors, ça n'a pas d'incidence. C'est-à-dire qu'on sait qu'en décubitus, c'est qu'on va minorer de à peu près 15 mm les prolapsus. Donc c'est vrai que le coccyx est variable. La dernière pièce coccygène, elle peut être complètement horizontale et je me mets à la hauteur de l'avant-dernière pièce coccygène, parfois de la
Voilà, le milieu gère un peu de toxicité. Voilà. Et encore, on est en dessous de ce qui se passe. C'est linéaire. Sur vos images qui étaient magnifiques, j'avais l'impression qu'il y avait une ligne noire qui était censée représenter cette ligne, mais qui permettait à ce que j'ai vu sur le plan sur la technique qui était sur la non, c'est pas rapport. Juste sur Coxis, sur toujours juste au Coxis. Alors, ensuite, tout dépend de Coxis, c'est variable, comme je le dis. Il y en a qui ont des Coxis complètement lus, donc je ne connais pas. Bien, je vous propose, écoutez, qu'on est déjà très en retard, je vous propose de faire une pause, et je voudrais remercier, puis vous avez l'occasion de les rencontrer, les laboratoires Boston. Vous savez qu'on est toujours dans des conflits d'intérêts, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, mais on les remercie d'être là. Les laboratoires donc Boston, Coloplast et Storz qui nous permet de regarder correctement pendant la laparoscopie.